Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire, collection fondée par Maggie Albet et dirigée par Jérôme Martin. Réservée aux études littéraires, cette collection accueille des travaux universitaires et tout particulièrement des thèses concernant des auteurs de toute période. Dernière parution. Nadia Gahaloul, L'ambiguïté dans les nouvelles complètes de Paul Morand 2022. Thierry Marin, L'œuvre fleur de Marcel Proust, tomes 1, 2 et 3 2022. Daniela Catau Verès, Duras entre l'éloge et le blâme, une lecture de la réception 2021. Jean-Marie Coicou et Valérie Farenton, L'archive familiale leclésienne, Mémoire et Histoire 2021. Abbès Marzouki, La poétique du discontinu dans les romans d'Éric Chevillard 2021. Laurence Sylvain, Pierre Klossowski. Expérience sensible et suprasensible à travers le bain de Diane, 2021. Aïe Esperluetskédi Le Tomate Ilmaz, L'image de l'Empire ottoman dans la littérature francophone, 2021. Paul Bochung, Philippe Jacotet, Leçons et hameaux 2021. Anna Hanottezawak, l'arriviste dans le roman français, polonais et anglais du XIXe siècle, 1830 à 1914. Une espèce de Julien Sorel, Matinée de Rastignac, 2021. Didier Saillier, Poétique de la répétition chez Patrick Modiano. Style, symptômes, vestiges 2021. Lassène Benaziza, Jules Laforgue dans la poésie de T.S. Eliot. Étude d'une influence, 2021. Yolan Simon, Relire la demande d'emploi. Essai sur le système des oppositions et le jeu des conflits dans la pièce de Michel Vinavé, 2021. Introduction. Si la scène est bien ce lieu où une société s'observe et se réfléchit, il y a des époques sans la moindre remise en question, donc des époques sans théâtre, et des époques d'intense questionnement, donc des époques de grand théâtre. Le théâtre serait le fruit des temps qui voient l'histoire s'accélérer et les repères s'effacer. Éric Emmanuel Schmitt choisit ces mots pour présenter l'ouvrage de Michel Meyer, Le comique et le tragique. Ainsi, sa conception du théâtre serait aussi philosophique que littéraire. Chose qui n'est pas étonnante, étant lui-même agrégé de philosophie. Sa thèse, soutenue en 1987, est publiée sous le titre « Diderot ou la philosophie de la séduction ». Fils naturel de Diderot, comme l'appelle Michel Meyer, Éric Emmanuel Schmitt a pu s'imposer comme l'un des auteurs les plus importants du XXIe siècle. Romancier, dramaturge, nouvelliste, scénariste, sa plume ne tarit pas. Mais pour lui, le théâtre offre un avantage sur les autres genres, il représente une crise, appelle le spectateur à se questionner et à questionner son existence, joue sur ses émotions, tout cela le temps d'une représentation. Mon théâtre est celui de la désillusion. Les personnages installés dans leur certitude basculent. Son théâtre tranche donc avec celui de son siècle. Il refuse la désespérance pour montrer qu'au creux du plus grand des malheurs, il y a encore la lueur du bien, celle qui permet à l'homme de vivre et d'entrevoir de l'espérance. Son théâtre, ses romans se terminent bien même quand la fin est triste, tout n'est pas perdu même quand tout semble l'être. En outre, Schmitt accorde au verbe théâtral une importance cruciale. Au théâtre, ce qui bouge, c'est le verbe, pas l'image. Alors qu'une image se réduit à ce que l'on voit, un mot ne se réduit jamais à ce que l'on entend. Ces idées et cette philosophie, largement présents dans la tectonique des sentiments, sont à la base de notre choix et de l'auteur et de la pièce. L'auteur, devenu l'un des plus lus dans la littérature francophone, est un écrivain prolifique de renommée internationale ayant reçu de nombreux prix littéraires dont plusieurs Molières et le Grand Prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre 2001. Ses œuvres ont été traduites en 40 langues et ses pièces jouées dans plus de 50 pays. En 1991, il se fait connaître avec La Nuit de Valogne. Suivent Le Visiteur 1993, Variations énigmatiques 1997, Le Libertin 1997 et plusieurs autres pièces, des romans aussi tels que L', Évangile selon Pilate 2000, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 2001, Ulysse from Bagdad 2008, des recueils de nouvelles comme Odette Tout le monde et autres histoires 2006, des spectacles musicaux comme Ma vie avec Mozart 2005 et une bande dessinée, Les aventures de Poussin Ier 2013. Il a également des talents de compositeur et de metteur en scène. La première pièce qu'il mettra en scène fait l'objet de notre étude,
La tectonique des sentiments 2008. En 2012, il achète le théâtre Rive Gauche et en prend la direction en association avec le producteur et comédien Bruno Metzger et avec l'auteur et metteur en scène Francis Lombraille. Il occupe depuis juin 2012 le fauteuil 33 de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, fauteuil qui fut occupé par Anne de Noailles, Colette et Jean Cocteau entre autres. La pièce qui nous préoccupe est donc parue en 2008. Elle a été l'une des premières pièces de Schmitt à être mise en scène par lui-même avec Clémentine Célarié dans le rôle de Diane et Tchéky Karyo dans le rôle de Richard. Le sujet qui a été puisé chez le maître à penser de Schmitt, Diderot, dans un épisode de Jacques le Fataliste et son maître, nous intéresse puisqu'il traite de la question du couple. L'amour peut-il durer quand la passion n'est plus ? Peut-on tout contrôler, même ses sentiments ? L'amour peut-il se transformer en haine ? Qui triomphera finalement ? Des questions existentielles auxquelles la pièce répond avec une philosophie simple, celle de l'espérance. Notre étude tâchera de montrer comment le théâtre, le dialogue des personnages et les didascalies mettent-ils en évidence ces rapports humains et cette philosophie. La tectonique des sentiments, c'est l'histoire de Diane et Richard. Ils s'aiment passionnément, mais Diane a des doutes sur la passion de son amant, elle pense qu'il ne l'aime plus comme avant. Alors elle décide de se venger, et avec l'aide de 2 prostituées roumaines, elle fomente un plan machiavélique selon lequel Richard épousera la plus jeune d'entre elles, Elina, croyant qu'elle est une étudiante vertueuse. C'est donc un paradoxe qui permet d'aller de l'amour à la haine et de la certitude au doute, où tout ordre se révèle provisoire, où tout repos demeure apparence. Diderot avait exploité le même thème de l'amour se transformant subitement en haine atroce, et Schmitt de le reprendre plus fort avec l'image de cette croûte terrestre et de la tectonique des plaques. Les sentiments se déplacent comme les croûtes qui forment la terre. Lorsqu'ils remuent, les continents entraînent des frottements, des raz de marée, des éruptions, des tsunamis, des tremblements. C'est ce que nous venons de vivre, dit Richard à Diane à la fin de la pièce, page 164. Cependant le plan de Diane se retourne contre elle. Richard va rester avec Elina, définitivement. Notre étude, malgré l'intérêt qu'elle attache à la fable et à la philosophie qui la sous-tend, compte s'arrêter davantage sur le verbe, dont le mouvement a été soulevé par Schmitt. Un mouvement de va-et-vient entre les personnages qui parlent dans la pièce, le verbe ayant une incidence immédiate sur la communication. C'est pourquoi nous avons intitulé notre travail « Pragmatique du discours théâtral ». L'approche pragmatique est d'ailleurs la plus adaptée à l'étude du texte de théâtre car elle touche en premier lieu à la communication. Elle tient compte de l'énoncé et de l'énonciateur à la lumière des rapports qu'il entretient avec les autres personnages. C'est une approche qui relève à la fois de la sémiotique et de la sémantique, dont elle est indissociable. Une discipline qui n'est pas nouvelle. Umberto Eco, dans son ouvrage intitulé Les limites de l'interprétation, précise que, selon Levinson, 1983, jusqu'en 1955, on a fait de la pragmatique sans l'appeler ainsi. En général, comme Maurice l'a observé en premier, 1983, V1, les définitions classiques des signes comportent une référence constante à l'interprète et à l'interprétation. La rhétorique grecque, latine et toute la théorie linguistique des sophistes peuvent être reconnues comme des formes de pragmatique du discours. Eco considère à la suite de Barillel, 1968/271, que la pragmatique concerne non seulement le phénomène de l'interprétation, de signes, d'énoncés, de textes ou d'expressions indexicales, mais aussi la dépendance essentielle de la communication dans le langage naturel du locuteur et de l'auditeur, du contexte linguistique et du contexte extralinguistique, de la disponibilité de la connaissance de fond, de la rapidité à obtenir cette connaissance de fond et de la bonne volonté des participants à l'acte communicatif. Nous avons constaté que cette approche s'adapte le mieux à notre objectif. Montrer comment le langage scientifique, terme de Blanchet, produit des effets dans le contexte de la communication, comment le dialogue et les didascalies sont régis par un nombre de règles et de pactes, qui respectés ou violés traduisent une intention particulière de la part du dramaturge et mettent en relief les tensions des personnages de la pièce. Nous nous arrêterons donc, dans notre étude, sur ces divers aspects de l'interprétation du discours théâtral. Dans le premier chapitre, intitulé « Présentation de la pièce », nous allons voir l'organisation du texte dramatique, et questionner d'abord le genre et la structure de la pièce. Schmitt revendique le genre théâtral en général,
ne se cantonne pas dans un carcan générique, mais sa philosophie de l'optimisme fait que, souvent, la fin est heureuse, au moins pour l'un des personnages, si ce n'est pas pour tout le monde. Dire que la tectonique est une comédie ne signifie pas qu'elle pourrait être rangée à côté de celle de Molière par exemple. Ces dernières relevant soit de comédie de mœurs, soit de comédie de caractère, soit de comédie de geste. Le comique de cette pièce, qui sera étudié dans le dernier chapitre, ne relève pas de celui de la comédie classique. La structure elle-même corrobore cette remarque puisque la pièce est structurée en plusieurs tableaux ou scènes, sans que la précision classique scène ou acte soit présente. Nous allons ensuite étudier le rapport des personnages principaux et leurs fonctions au sein de la pièce. Notre analyse portera principalement sur les couples. Diane Richard, Richard Elina, Diane Madame Pomeray, Richard. Les rapports de force dans ces couples basculent, et Diane qui pensait tout maîtriser se trouve seule à la fin. Nous analyserons également la fonction de chaque personnage et son rôle, l'identité du personnage étant définie par ce qu'il fait, et pas par ce qu'il est. Enfin, cette partie se terminera par un examen détaillé de l'intrigue, l'exposition, le nœud, les péripéties et le dénouement. La deuxième partie étudiera le cadre spatio-temporel, l'espace dramatique et le temps dramatique. L'espace sera étudié dans les didascalies et dans le dialogue. L'espace actuel des personnages n'est pas sans importance. La dynamique du personnage participe de la dynamique conversationnelle. Ainsi, les espaces clos ou ouverts n'ont pas la même valeur quant à l'évolution du personnage. Le temps dramatique est émaillé d'ellipses temporelles et ne traduit pas une continuité dans le temps. Cependant, sa valeur métaphorique semble dominer et permet d'illustrer la philosophie du couple chez Schmitt, là où le temps est synonyme d'usure, d'ennui, là où la passion semble s'étioler, l'amour renaît, encore plus fort, un amour inconditionnel. Ainsi, Diane qui voit Richard partir avec Elina constate qu'il faut continuer de l'aimer, enfin, page 169. Dans ce chapitre, les travaux de Michel Pruner, de Jean-Pierre Ringart, de Frédéric Cala et d'Anne Hubersfeld nous fourniront le support principal de notre analyse. Le deuxième chapitre a pour titre « Le discours théâtral, approche pragmatique ». Nous nous y livrerons d'abord à un aperçu théorique de la pragmatique, puis dans la deuxième partie, le fonctionnement du dialogue. Nous analyserons les conditions d'énonciation, le rôle des instances énonciatives dans le discours, les actes de langage, la double énonciation et le discours polyphonique tels qu'ils ont été étudiés par Blanchet, Mingnaud et Ducrot. Ensuite, nous nous pencherons sur les interactions des personnages et les tours de parole, suivant ainsi les pas de Véronique Traverso et de Catherine Kerbrat-Orecchioni. Puis, nous nous arrêterons sur les interruptions et répétitions dans le dialogue. Cet événement discursif n'est pas anodin et constitue un élément de base de la pragmatique. La répétition immédiate et à l'identique d'un fragment discursif par un même locuteur, ou par des locuteurs différents, ne doit pas nous faire oublier à la suite de Ducrot que tout énoncé constitue un événement singulier. Une répétition à l'identique constitue donc un nouvel événement qui ne saurait avoir ni les mêmes valeurs ni les mêmes significations que le segment antérieur. Les principes de coopération et maximes conversationnelles, Mingnaud, Ducrot, feront l'objet de la dernière sous-partie où nous verrons que la maxime de véridicité, entre autres, n'est pas respectée et cela est à la base des conflits entre les personnages. La troisième partie de ce deuxième chapitre sera consacrée à l'étude de l'implicite, ce qui n'est pas sans rappeler les mots de Schmitt, mis plus haut. Un mot ne se réduit jamais à ce que l'on entend. Le verbe ouvre des trappes pour qu'arrivent les sentiments, pour que jaillisse l'imagination. Cette partie sera répartie en deux sous-parties, les présupposés et les sous-entendus, tels qu'ils ont été définis par Mingnaud et Ducrot. Dans le troisième chapitre, Didascalie et pragmatique de la parole, nous allons analyser l'énoncé didascalique de Schmitt et notre approche sera en deux volets, le premier scénographique, sur les pas de Michel Pruner, et le deuxième textuel. L'approche textuelle étant la plus prégnante en ce qu'elle s'arrêtera sur la transgénéricité des didascalies et sur leur vocation narrative, et sur la liberté octoriale et les didascalies subjectives. Nous suivons à cet égard les travaux d'André Petitjean, de Thierry Galep, de Jean-Marie Thomasso, de Catherine Fromillag et de Frédéric Cala. Transgénéricité, car il y a un rapport étroit entre le romanesque et le théâtral dans les didascalies de Schmitt, c'est pourquoi nous expliquerons leur vocation narrative. La présence de l'auteur dans les didascalies est synonyme de liberté,
et véhicule la pensée du dramaturge par le biais de l'énoncé didascalique. La dernière partie de ce chapitre se préoccupera du rire et de l'humour de la pièce. Le rire du personnage et le rire du lecteur-spectateur. Les travaux d'Henri Bergson et de Denise Jardon nous permettront de procéder à une analyse détaillée du rire. Celui du personnage qui, dans les situations les plus tendues, rit grâce à la présence de Madame Pommeret, ou celui du personnage qui fuit dans le rire pour cacher sa gêne. Le rire a donc une fonction pragmatique puisqu'il détermine la connaissance de fond, écho du personnage, les conditions d'énonciation et le contexte linguistique et extralinguistique du dialogue. Celui du spectateur qui est plus fort, puisqu'il est réel lui, ne cache pas de gêne et est une réaction naturelle à certaines situations, participant de l'acte perlocutoire du discours car c'est l'effet que produisent certains énoncés sur le lecteur-spectateur. En cela il constitue un élément important de la pragmatique du discours théâtral. Chapitre 1 Présentation de la pièce. 1.1 Organisation du texte dramatique. Le genre et la structuration. Approche générique. Chaque époque a son propre système de genre, qui est en rapport avec l'idéologie dominante. Une société choisit et codifie les actes qui correspondent au plus près à son idéologie. C'est pourquoi l'existence de certains genres dans une société, leur absence dans une autre, sont révélatrices de cette idéologie. Le genre théâtral, ayant été codé et défini depuis Aristote, est passé par plusieurs changements révélateurs de l'idéologie dont a parlé Todorov, jusqu'à ce qu'il y ait eu éclatement des genres depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Ainsi les écrivains ne classent plus leurs textes sous une appellation traditionnelle telle que comédie ou tragédie, ou même parodique telle que antipièce, à l'instar d'Eugène Ionesco dans La Cantatrice chauve, mais ils cèdent la place à une sorte d'hybridité générique. On assiste donc actuellement à une rupture dynamique des genres, à une vitalité paradoxale des genres, telle qu'elle a été vue par Marielle Massé dans ses travaux sur la généricité restreinte, dans lesquels elle commente les recherches parues au cahier du Centre de recherche en littérature québécoise. Il s'agit selon elle moins de genre que de généricité, entendue dans un sens actif, transformationnel, un sens où la dynamique générique se substitue à la hiérarchisation de l'espace littéraire selon des axes d'organisation prédéfinis. Les recherches portant sur l'hybridité au théâtre sont parties de l'idée que la dynamique des genres a été à l'origine de la naissance de l'art théâtral. Elles aboutissent à une poétique théâtrale, qui, dégagée des contraintes de la mimésis traditionnelle, est de nouveau en rupture avec l'étanchéité des frontières de tout ordre. Le concept noyau n'est donc pas celui de genre ou de forme, mais celui d'interaction, ouvrant la voie à une analyse des façons nouvelles d'introduire la voix collective au théâtre. Éric Emmanuel Schmitt se situe dans la lignée de ces écrivains contemporains qui refusent de classer leurs textes dans une catégorie définie canoniquement, la restreignant à une forme prédéfinie. Pour raconter l'anecdote qu'il a puisée chez Diderot, il choisit délibérément le genre théâtral, car il se définit comme étant un écrivain profondément oral. Toute parole est portée par un corps. S'il n'y a pas une structure dialogique, il ne se sent pas à l'aise. C'est ce qui permet l'ouverture, le dialogue, l'échange. Et il ajoute lors d'une interview ayant eu lieu en février 2008 à la Fnac, le théâtre permet d'être lavé d'émotions négatives, d'être rempli d'émotions positives. Il ne parle donc pas de comédie, de tragédie, de tragicomédie. Il revendique le genre théâtral en général. Au théâtre, le rideau tombe toujours au moment où il faut. Dans les comédies, le rideau tombe toujours au moment où les gens vont se marier. Donc c'est juste à temps. Après, c'est la tragédie qui commence. Son théâtre est plutôt celui des idées, un théâtre qui véhicule une certaine philosophie sans se limiter à la forme qui la sous-tend. Michel Meyer a vu dans Schmitt, un écrivain de l'espérance dans un monde désespéré, privilégiant la forme théâtrale dans son sens le plus large à toute autre forme d'expression littéraire car son style est épuré, précis, tout est dit en quelques mots. Schmitt affirme sur son site officiel que la philosophie prétend expliquer le monde, le théâtre le représenter. Mêlant les deux, j'essaie de réfléchir dramatiquement la condition humaine, avec l'humour et la légèreté qui tiennent au paradoxe de notre destinée. Sa pièce La tectonique des sentiments, objet de notre étude,
illustre cette vision du théâtre, représentation des questions paradoxales qui animent l'existence humaine, tragique et comique à la fois. Schmitt ne prédestine pas sa pièce à une classification traditionnelle, il ne précise pas d'emblée la catégorie à laquelle elle appartient. Cependant, les éditions Albin Michel, ainsi que son site officiel parleraient d'une comédie cruelle et tendre. Serait-ce parce qu'elle traite de la vie privée de personnages qui s'inscrivent dans la réalité quotidienne ? En effet, la comédie cherche à divertir et à corriger les mœurs par le rire, castiga ridendo mor, dit l'adage latin. Son dénouement est heureux. Or la tectonique se clôt sur la rupture définitive entre Diane et Richard. Malgré l'amour qui les réunit, leur destinée est de ne plus rester ensemble. Dénouement décevant pour un lecteur qui aurait attendu une fin heureuse pour le couple Diane-Richard. Quant à la correction des mœurs par le rire, ce n'est pas la visée du texte, non moins celle de Schmitt qui entend exprimer son désarroi comme son espérance dans ses pièces. Ce que je croyais être mon théâtre intime, s'est révélé correspondre aux questions de beaucoup de mes contemporains et à leur profond désir de réenchanter la vie. Étant lui-même agrégé de philosophie, il s'intéresse donc plus aux questions existentielles qu'au canon du genre dramatique qui limiterait son désir de réenchanter la vie. Ce refus de définir le genre de la pièce, comme la plupart de ses autres pièces d'ailleurs, cette volonté de transgression générique est peut-être un affermissement du genre théâtral, système esthétique et social inébranlable dans son sens le plus large. Division interne. La pièce que nous étudions n'est pas divisée en actes, même divisée en scènes, comme le veut l'usage classique. Les 18 parties de la tectonique sont numérotées et titrées, en général, en fonction du lieu de l'action dramatique. Chez Diane partie 1, 3, 5, 7, 10, chambre de Diane partie 12 et 14, rue partie 2 et 15, couloir en mansarde partie 4 et 6, mansarde partie 8 et 11, chez Richard partie 13, jardin public 16, barre des apostrophes. Un grand hôtel 17, chapelle ardente 18. Seule la 9e partie s'intitule Deux téléphones dans la nuit, faisant référence à l'évolution de l'action et non à l'espace. Il ne s'agit donc ni de séquences, ni de mouvements, ni de fragments. Schmitt ne les nomme pas, il se contente de les numéroter et de les titrer. Ceci est évidemment de l'ordre du texte, et n'est pas censé être annoncé par les acteurs. Les titres aident le lecteur à suivre le déroulement de l'action. Les divisions l'amènent à imaginer le lieu et les personnages censés y être présents. Cela pourrait s'apparenter à la technique cinématographique moderne consistant à filmer plusieurs lieux ayant un rapport étroit entre eux, rapport que le spectateur devine et ne voit pas explicitement. Ainsi le passage de la première à la deuxième partie, de chez Diane à une rue, imprécise, laisse le lecteur un peu perplexe jusqu'à l'apparition de Diane, personnage que nous avions déjà vu dans la première partie, qui évidemment s'avère le personnage principal de la pièce. Cette division n'est pas systématique chez Schmitt. Dans Petits crimes conjugaux, pièce parue en 2003 et traitant aussi des problèmes du couple, il n'y a pas de partie. L'unité de la pièce se manifeste par une esthétique de continuité, visant à montrer les deux personnages principaux comme étant le centre de leur univers en dehors duquel rien n'existe. Mais dans la tectonique, les rebondissements de l'action passent d'abord par un changement spatial significatif, qui est en rapport étroit avec les personnages qui y évoluent. Ainsi l'expression de Jean-Pierre Ringart prend tout son sens. Le découpage est une façon de saisir le réel en l'organisant. Ainsi pourrions-nous parler d'une discontinuité affirmée, toujours selon Ringart, où l'action saute d'un lieu à un autre laissant au lecteur beaucoup à construire et à imaginer. Nous n'avons plus de personnages qui sortent en disant ce qu'ils vont faire hors scène. Telle est la définition de la continuité d'action par l'abbé d'Aubignac dans la pratique du théâtre 1657. Les excellents dramatiques ont toujours accoutumé de faire dire aux acteurs où ils vont, quel est leur dessein quand ils sortent du théâtre, afin que l'on sache qu'ils ne seront pas oisifs. Schmitt, au contraire, nous laisse deviner et découvrir la suite de l'action sans que le personnage annonce sa pensée car tout n'est jamais dit, tout n'est pas à dire, tout ne peut jamais être dit. À l'image de la vie, les divisions nous réservent des surprises que le lecteur s'amuse à découvrir. Les personnages principaux et leur rapport. C'est du mot latin persona que provient le mot personnage. Désignant étymologiquement le masque que portait le personnage au théâtre, il se définit selon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.